Les pirates dépendent alors de la vente de leur butin pour survivre et pour financer leurs prochaines expéditions. Alors certains, plus doués que d'autres, c'est vrai, juste peut-être plus chanceux aussi, parviennent tout de même à s'enrichir, et pas qu'un peu, à coups de pillage, de rançons et d'expéditions incessantes. Finalement, la vie de pirate est loin d'être une vie de folles aventures sur les traces de trésors perdus, bien loin des mythes et des légendes. Partons aujourd'hui à la découverte de leur véritable identité, de leur quotidien et de leurs origines. L'histoire de la piraterie, c'est sur 5000 ans d'histoire, évidemment. La piraterie est aussi vieille que l'histoire en réalité. Elle existe depuis que les hommes naviguent sur les mers et les océans du monde à la recherche de nouvelles zones à investir ou de nouveaux partenaires économiques avec qui collaborer. Et si les marchandises prennent la mer, eh bien les brigands aussi. Tout commence en fait dans les eaux de la Méditerranée pendant la période antique. Mais si les attaques et les vols maritimes y sont monnaie courante, il faut toutefois rester prudent sur notre manière en fait de les qualifier. Alors c'est vrai que le terme piraterie est employé, mais il faut le prendre avec des pincettes parce que globalement dans le monde antique, le pirate, c'est l'autre. Une nation ennemie ou un opposant politique peuvent être qualifiés de pirates au même titre que des brigands. Et c'est comme ça que deux cités en guerre sont souvent toutes deux considérées comme telles par leur adversaire. Finalement, tout est comme toujours, une question de point de vue, et le but est avant tout de discréditer, de déshonorer l'ennemi dans les discours politiques. Résultat, pour nous, évidemment, il est très difficile de discerner un acte de piraterie d'une attaque orchestrée par un groupe de mercenaires au service d'une nation en guerre. À l'origine, le terme pirate vient du grec peirates, qui qualifie tout simplement celui qui attaque, alors que les origines latines du mot, elles, confondent le pirate avec le marin ou le corsaire. Autant dire qu'on est loin de voir le pirate comme un simple voleur hors la loi sévissant sur les mers. Mais petit à petit, on s'en rapproche. Pendant la guerre du Péloponnèse, durant laquelle s'affrontent Sparte et Athènes, vous le savez, la violence d'État se démocratise, la pratique de la razzia se répand de plus en plus jusqu'à se banaliser entièrement. Et à partir de 413 avant Jésus-Christ, le conflit se déroule principalement sur les mers. Les navires spartiates sont financés par la Perse et la Ligue du Péloponnèse peut enfin rivaliser avec Athènes. Alors évidemment, tout ça ne fait qu'exacerber les tensions et le conflit qui prend un nouveau tournant. La guerre est maintenant totale et les civils ne sont plus du tout épargnés. Donc il n'est pas étonnant de voir à cette époque un bateau athénien attaquer le littoral spartiate en portant sur son passage tissus, nourriture, esclaves avant de brûler ce qui reste de la cité. Et la situation inverse est tout aussi vraie, bien sûr. Le problème, c'est que les cités grecques ne peuvent pas se permettre d'être associées à des pratiques de pirates, et notamment Athènes, qui se vante toujours, sans rougir d'ailleurs, d'assurer la sécurité des marchands sur les eaux méditerranéennes en combattant la piraterie. Et c'est comme ça que le mot pairates évolue en peirata, qui se traduit toujours par le fait d'attaquer, mais qui ajoute au terme une notion d'illégalité, d'individualisme. Dès lors, le pirate est celui qui attaque en dehors de l'état de guerre, et les États sont tranquilles. Leurs razzias, aussi violentes soient-elles, ne peuvent plus être associées à du banditisme ou à de la piraterie. Elles sont désormais légales et légitimes. Mais revenons à nos pirates, les vrais, ceux qui ne sont motivés que par l'appât du gain et qui pillent dans le seul but de s'enrichir. Au départ, la plupart d'entre eux ne sont que des pêcheurs désœuvrés qui cherchent tant bien que mal à subvenir à leurs besoins. Évidemment, par chance, la Méditerranée est jonchée de côtes rocheuses, de criques, qui ont fait un terrain de jeu idéal, évidemment, pour des marins à la recherche de butins faciles à dérober. C'est comme ça qu'à cette époque, les bateaux commerçants pullulant sur les eaux méditerranéennes sont régulièrement victimes d'attaques surprises ou d'attaques éclairs. Des navires petits, rapides, sortent de leur cachette et foncent sur leur proie en un clin d'œil. L'équipage, entraîné, accoste en général sans grande peine à bord du bateau proie, si vous voulez, et le dévalise de tous ses biens précieux, hommes compris. Même, il est courant que les pirates, jugeant le navire adverse plus performant que le leur, échangent, le réquisitionnent. Il s'agit là de leur outil de travail, évidemment. Et disposer d'un navire en bon état, c'est le b.a.-ba de la piraterie.
Surtout qu'un bateau pirate se doit en fait d'être ambivalent. Il doit pouvoir se faire passer pour une simple embarcation de pêcheurs ou un navire marchand ordinaire pour ne pas craindre les autorités également le long des côtes là qui les attendent, mais qui doit être aussi léger et rapide pour faciliter les attaques éclairs et les fuites aussi. Dans le cas où le bateau adverse n'est pas utile aux pirates, il est vendu en même temps que le reste du butin une fois arrivé au port. En fait, vous aurez compris que les abordages qu'on peut voir dans les films sont assez loin de la réalité. En fait, il est extrêmement rare qu'un équipage pirate décide de couler un navire adverse à coups de canon. Ce serait prendre le risque de perdre une grosse partie du butin. En fait, ça n'a pas de sens. Pour les hommes, par contre, je parle des hommes, hommes et femmes, bien sûr. C'est une autre histoire. Dans la plupart des cas, l'équipage du bateau proie, est capturé, embarqué à bord du navire pirate. Une fois de retour sur la terre ferme, les capturés sont proposés à la vente dans les marchés à esclaves. Le commerce d'humains est d'ailleurs si profitable aux pirates qu'ils organisent régulièrement des razzias sur les littoraux pour charger leurs navires d'hommes, de femmes et d'enfants. Le phénomène devient si courant que certaines cités passent des accords avec les marchés d'esclaves pour récupérer carrément les citoyens qui leur ont été enlevés avant qu'ils ne soient vendus ailleurs. Pour les femmes, c'est encore autre chose. Sans surprise, évidemment, elles sont généralement d'abord violées à bord du navire pirate avant d'être mises en vente sur les marchés où elles trouvent très rapidement preneur. C'est donc là qu'une cité doit être le plus réactive si elle veut sauver ses citoyennes d'une vie entière de prostitution. Le dernier moyen pour un pirate d'exploiter la traite humaine, c'est de capturer des hommes riches ou importants, de demander des rançons pour leur libération. C'est comme ça que Jules César lui-même est enlevé par des pirates qui demandent 20 talents pour sa restitution. Ça correspond à 120 000 deniers. Pour vous donner un ordre d'idée, un centurion gagne à cette époque-là environ 3 300 deniers par an. Il est dit que Jules César, en toute modestie, a alors demandé in extremis aux pirates de revoir leur estimation à la hausse. Évidemment, un homme politique comme lui vaut bien 50 talents minimum, ce qui correspond à la fois, cette fois à 300 000 deniers. Mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir être racheté. Il arrive donc que certains prisonniers, et il s'agit notamment ici de marins capturés en pleine mer, décident de venir gonfler les rangs des pirates, jugeant que c'est préférable de vivre en dehors de la loi que de vivre privé de liberté. Parce que pour eux, il y a peu de chances de sauvetage. La demande d'esclaves explose alors au IIIe et IIe siècle avant Jésus-Christ, animant quasiment à elle seule toute l'économie de la République. Étant indissociables du marché de l'esclave et de l'esclavage, les pirates ont donc le vent en poupe et ne sont pas réellement embêtés par les États méditerranéens.